Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Le tiers des véhicules américains sont vendus en Californie. Le Canada dépasse la Chine dans son positionnement en lien avec la chaîne d'approvisionnement pour les batteries lithium-ion. Une nouvelle plateforme de véhicules électriques en développement chez Ford et un centre de recherche intérieur pour Electrify America. Par où commencer, Sébastien nous parle des plaques vertes, les réflexions branchées, on parle de l'intégration dans le changement et en grande entrevue, on parle des routes électriques. Mais je sais que les tests qui ont été faits ont démontré pouvoir charger un bus. Donc un bus qui roule à 70 km/h est capable de se faire recharger par la technologie d'induction qui existe aujourd'hui. Bienvenue à l'épisode 167 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va bien, malgré une toux qui ne veut pas partir. Plus d'un mois que j'ai cette toux-là qui est, ma foi, fort désagréable. Et puis ça, déjà quelques années là, qu'à cette période-ci de l'année, j'ai des toux. Rien de grave, hein, pas aucun symptôme. Là, je me sens pas malade, rien, mais c'est juste que je tousse. Vous comprendrez que lorsqu'on anime des balados et qu'on fait beaucoup d'interventions là, comme ça au micro, ben c'est un peu malcommode, mais que voulez-vous, on va s'en tirer. Donc, si vous trouvez que ma voix est un peu altérée, je m'en excuse d'avance. Écoutez, je vous rappelle pour ceux qui sont nouveaux que Silence on roule, c'est un balado d'information sur tout le monde de l'univers de la voiture électrique. Ça s'adresse autant aux tout nouveaux, donc on a de l'information de base, ainsi qu'aux gens un petit peu plus habitués. Donc on a des chroniques ou des fois des contenus qui sont un petit peu plus spécialisés. Il y en a pour tous les goûts. Si vous avez des amis, des connaissances, des gens de votre famille qui s'intéressent aux voitures électriques, dirigez-les vers notre podcast. C'est facile, silenceonroule.com. Tout se trouve sur notre page web, y compris les informations pour s'abonner et recevoir gratuitement tous nos épisodes. Il y a également sur le site web un petit bouton, là, en fait, c'est un bandeau à droite, complètement à droite, là, une espèce de bouton vert complètement à droite qui permet de laisser un message vocal. Et lorsque vous laissez un message vocal, ben nous, on le reçoit et on est capable à ce moment-là de répondre aux questions que vous nous laissez en ondes. Et j'ai un bel exemple aujourd'hui, une question qui a été laissée par M. François Bourbeau. Alors, je vous fais tout de suite écouter son message. J'ai pas de VE, mais j'aimerais en louer un. Cet été, je vais aux États-Unis. Je voudrais louer un VE à Reno, Nevada, pour me déplacer. J'ai pensé louer un Tesla Model 3. Y a-t-il un bon moment pour louer? Comment on fait la prise en charge? Comment on retourne? Est-ce qu'on y va avec Turo ou bien si on prend les compagnies de location? C'est toutes des questions que je me pose. Si vous pouviez me donner des informations, ça serait utile. Merci. Alors, c'est une très bonne question que vous nous posez là, M. Bourbeau. Ben, tout d'abord, le choix d'une Tesla en voyage aux États-Unis est un excellent choix, dans la mesure où on sait que les infrastructures de recharge ne sont pas toujours adéquates partout, particulièrement quand on est dans l'Ouest ou le Midwest américain. Donc, à l'exception de Tesla, hein, parce que Tesla a un réseau de superchargeurs bien établi partout. Donc, vous vous assurez d'avoir accès à de la recharge vraiment partout en ayant une Tesla. Je vous dirais pas la même chose si vous étiez ici au Québec, là où on a de la recherche publique bien adaptée un peu partout. Maintenant, est-ce qu'il y a un bon moment pour réserver? Bah, pas nécessairement de meilleur moment que d'autres. C'est relativement simple, en fait. Les grosses compagnies de location comme Hertz ou Avis ont des Tesla, des Model 3, par exemple, que vous pouvez réserver sur leur site. Même souvent, c'est ce qui vous est proposé en premier. Donc, allez faire un tour là, sur le Avis ou le Hertz de la région que vous allez visiter ou de la ville que vous allez visiter. Et puis, vous allez pouvoir très certainement et facilement vous réserver une Model 3 que vous pouvez prendre à un point de service et même laisser un autre point de service dans la mesure où
Des fois, on arrive à un aéroport et on quitte avec un avion qui est à un autre aéroport. C'est relativement facile à faire également, donc vous ne devriez pas avoir de problème. Pour ce qui est de Turo, faites attention pour vous assurer que les assurances que vous avez avec votre voiture sont compatibles avec la location d'une voiture d'une tierce personne. Là. Les endroits qui font de la location officielle comme Hertz et Avis, comme je disais tantôt, vont sûrement vous demander là, une preuve là, d'assurance ici et comme quoi vous êtes couvert lorsque vous conduisez une voiture qui appartient à quelqu'un d'autre, mais parfois, avec Turo, on a entendu des mauvaises expériences. Il n'y a aucun problème ici au Québec et au Canada, mais quand on est à l'étranger, il faut juste s'assurer qu'il n'y aura pas de problème. Donc, moi, je vous conseille fortement d'y aller avec une bannière reconnue. Donc, sur ces belles paroles, et sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Les ventes de véhicules électriques sont toujours en plein essor en Californie et elles ont continué d'acquérir une part encore plus importante du marché en 2023. Bien qu'il y ait une légère baisse de la part de marché des véhicules électriques au quatrième quart de 2023, les véhicules électriques ont tout de même terminé l'année en hausse de 5 % en Californie par rapport à 2023. Sur l'ensemble de l'année 2023, les véhicules électriques ont représenté 21,4 % du marché en Californie, tandis qu'ils représentent 7,5 % de l'ensemble des États-Unis et 33,8 % des ventes de véhicules électriques aux États-Unis sont conclues en Californie. Donc, plus du tiers des véhicules électriques américains sont vendus en Californie. Pour la première fois, le Canada a dépassé la Chine pour se hisser en tête du classement annuel de Bloomberg NEF basé sur une analyse de 46 paramètres dans 5 catégories. Le Canada s'est hissé en effet au premier rang des 30 pays dans le dernier classement mondial de la chaîne d'approvisionnement pour les batteries lithium-ion. Le classement, qui en est sa 4e édition, examine le potentiel de chaque pays à construire une chaîne d'approvisionnement sûre, fiable et durable pour les batteries lithium-ion. Il évalue ce potentiel en analysant 46 paramètres répartis dans 5 catégories: les matières premières, la fabrication de batteries, la demande en aval, la gouvernance environnementale et sociale, ainsi que l'industrie et les infrastructures d'innovation. Le Canada s'est classé 2e derrière la Chine dans le classement l'an dernier. Son ascension à la position de leader en 2023 peut être attribuée au progrès constant du pays en matière de fabrication, de production, ainsi qu'à une solide référence, confirme BNEF dans son résumé des résultats. Le Canada a amélioré, dis-je, ou maintenu sa performance dans les 5 catégories au cours des 2 dernières années du classement. Des entreprises telles que Unicor, Volkswagen, Ford, Stellantis, LG Energy ont récemment annoncé qu'elles investiraient dans le pays. Le chef de la direction de Ford, Jim Farley, a révélé il y a 2 semaines lors d'une conférence téléphonique qu'une équipe de spécialistes, jusqu'alors inconnus, travaillait au développement d'une nouvelle plateforme de véhicules électriques. Cette équipe, qui, selon Farley, a fonctionné au cours des 2 dernières années comme une start-up, en dehors de la structure traditionnelle et normale de l'entreprise, s'est concentrée sur le développement d'une plateforme électrique à bas prix. Cette nouvelle plateforme, plus flexible, servira de base à plusieurs nouveaux véhicules. Bien que les détails de ces nouveaux véhicules soit flou, Farley a ajouté que l'objectif principal de cette plateforme est la réduction des coûts de production et il a noté que les acheteurs de véhicules électriques, une fois convaincus par l'électrification, demeurent fidèles aux véhicules électriques, mais que le prix d'achat initial ralentit la transition.
Et évidemment, c'est une opinion qui est partagée par plusieurs, dont Elon Musk. La nouvelle plateforme, a expliqué Farley, est destinée à compétitionner justement les Tesla de Elon Musk et leur équipement chinois qui est considéré comme des concurrents ultimes sur le marché des véhicules électriques. Electrify America a dévoilé mercredi sa première station de recharge intérieure qui, selon le nouveau réseau de recharge, servira de modèle pour les futurs sites dans les zones urbaines. Selon le communiqué de presse Electrify America, le nouveau site phare, situé dans le quartier South Market de San Francisco, à 2 pâtés de maison du Bay Bridge, dispose de 20 bornes de recharge qui fourniront jusqu'à 350 kW de puissance. En plus d'un stationnement intérieur, le site dispose de 2 salons climatisés, d'un distributeur automatique de nourriture et de boissons et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec surveillance et de la sécurité 24 heures sur 24. Le dernier à le faire, mais non le moindre, Stellantis a annoncé qu'il se joint à la norme du connecteur nord-américain NACS, qu'on appelle le connecteur SAE-J 3400. Donc, le dernier, qui était Stellantis, avec toutes ses marques comme Chrysler, Jeep, etc., se joint au groupe. Il n'y a donc plus aucun manufacturier automobile grand public, du moins disponible en Amérique du Nord, qui n'aura pas rejoint ce nouveau standard. Donc, tous les nouveaux véhicules en Amérique du Nord seront munis du port SAE J3400 à partir de 2025. Au cours de la période de transition, Stellantis mettra également à la disposition un adaptateur pour les véhicules qui sont équipés du port CCS actuel, permettant aux conducteurs d'accéder à une infrastructure à la fois CCS et J3400. Donc, c'est pas mal terminé. Tout le monde s'en va sur le connecteur NACS. Le constructeur automobile chinois BYD, en passant BYD, ça veut dire Build Your Dream, ils ont le vent dans les voiles et l'année dernière, ils ont vendu plus de 3 millions de voitures, dont 1,4 million d'hybrides et 1,6 million de tout électriques. La compagnie a même vendu plus de véhicules électriques en Chine que Tesla au cours des 3 derniers mois de 2023, aidé par le fait que l'entreprise produit et vend des véhicules plus petits et moins chers. Bien que la plupart des ventes de BYD se fassent en Chine, le constructeur automobile a des ambitions mondiales. Des usines sont à venir et sont en stade de planification et de construction en Thaïlande, en Hongrie, au Brésil et maintenant BYD étudie la faisabilité d'une usine au Mexique, potentiellement à Nuevo León ou peut-être même dans la région du Bajío, au centre du pays. Le Mexique n'est pas un mauvais endroit pour installer une nouvelle usine automobile. Le secteur comporte plus d'1 million de personnes. Il y a donc déjà une main-d'œuvre qualifiée sur place dans le pays qui produit 3,7 millions de voitures annuellement. BMW, Kia, Stellantis ont déclaré vouloir fabriquer des véhicules électriques au Mexique et Tesla a indiqué qu'elle pourrait elle-même faire la même chose. Mais construire un véhicule au Mexique signifie également que BYD pourrait profiter de l'accord États-Unis-Mexique-Canada, ce qui lui permettrait de maintenir ses prix au plus bas. Ce serait particulièrement avantageux pour BYD qui déciderait de cibler des modèles bas de gamme, mal desservis dans le marché des voitures neuves. Ce n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour les consommateurs canadiens et québécois. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Sébastien Côté, bonjour mon ami. Bonjour Martin. Écoute Sébastien, je veux qu'on parle de quelque chose qui peut paraître évident pour quelqu'un qui a une voiture électrique, un peu moins pour quelqu'un qui n'en a pas. Même des fois, les gens ne l'ont même pas remarqué. Les voitures électriques ont une plaque verte. Premièrement, fais juste nous dire, est-ce que c'est n'importe quelle voiture, dès qu'elle est un peu électrique, qui a une plaque verte ou il y a Quelles voitures ont des plaques vertes? Bien, c'est seulement les 100% électriques
tout de suite en partant, les 100% électriques vont l'obtenir, cette plaque-là, et certains hybrides branchables qui vont être éligibles. OK, donc une hybride que tu branches pas, là, une vieille Prius, il n'y a pas de plaque verte là-dessus? Là. Non, pas du tout. OK. Et écoute, il y a des avantages, on entend souvent parler qu'il y a des avantages à avoir une plaque verte, donc d'avoir une voiture électrique. Peux-tu nous parler un peu de ce que c'est? Oui, bien, il y a quelques avantages. Pour certains, ce ne sera peut-être pas quelque chose de grand, mais pour d'autres qui utiliseraient plusieurs fois les avantages qu'on va vous nommer, ça pourrait être vraiment avantageux. On a les voies réservées sur certaines voies. Où ce qu'on va voir des fois là, sur les icônes taxi, autobus, le covoiturage. Parfois, sur certaines de ces voies-là, on va avoir le logo de la voiture électrique aussi. Il faut être attentif, bien sûr. Puis, c'est présent dans la grande région métropolitaine de Montréal et la ville de Québec. Donc, dans les périodes réservées à ça, mais vous pouvez rouler seul avec votre véhicule, plaque verte. OK, donc il y a une voie, par exemple, qui est pour les gens qui font du covoiturage, mais s'il y a aussi le logo de voiture électrique, ça veut dire, même si j'ai personne avec moi, même si je suis seul dans ma voiture, puisqu'elle est électrique, je peux rouler dans cette voie-là également. Exact. Ouais. Exact. On parle environ là, peut-être de 4 à 5 voies dans les deux villes que je vous ai mentionnées. OK. Il y en a aussi... par exemple, je pense sur je sais, sur la rive sud de Montréal, la voie d'accès, par exemple, pour prendre le pont Victoria dans Saint-Lambert, il y a une voie d'accès à droite qui est réservée aux véhicules électriques et cette voie d'accès-là donne un accès plus rapide au pont. Là, moi, c'est arrivé une couple de fois le matin que je rentre à Montréal et puis je me sauvais certainement 10-15 minutes de line-up pour embarquer sur le pont Victoria en passant par cette voie d'accès privilégié là. Donc, c'est le fait d'avoir une voie d'accès privilégiée, là, surtout aux heures de pointe, à des moments où il y a beaucoup de trafic, que ça peut devenir un avantage intéressant en termes de temps qu'on sauvegarde. Donc, dans ce temps-là, pour le cas dont on parle de voie réservée, c'est vraiment des avantages au niveau de temps sauvé. Donc, on est dans des voies où il y a moins de trafic, donc ça roule plus vite, évidemment. Parle-moi donc d'un autre avantage, donc des accès à tarifs réduits. Oui, on a des accès à tarifs réduits là, au niveau des traversiers qui sont gérés par Québec. C'est important de le mentionner là, parce que ce n'est pas tous les traversiers. Donc c'est les traversiers provinciaux. Exact. Donc, le passage pour le véhicule électrique est gratuit, mais il faut quand même payer pour l'individu selon le traversier, l'âge et tout. OK. Donc, à titre d'exemple, si je prends il y a un traversier dans le coin de Sorel, là, ben lui, il est gratuit. Mais si je prends le traversier qui nous permet de se rendre aux îles de la Madeleine, ben là, ça ne marche pas. C'est un traversier. Premièrement, on n'est plus au Québec rendu là, hein? Puis c'est un traversier fédéral. Donc, il faut faire attention, s'assurer que c'est bien un traversier de juridiction provinciale si on veut que cette gratuité-là pour le véhicule, hein, on le rappelle, ça veut dire que quand on paye sur un traversier, il y a un coût pour le véhicule puis il y a un prix pour les passagers. Le prix pour les passagers demeure, c'est celui pour le véhicule qui tombe dans le cas des traversiers provinciaux. Oui. Et là, évidemment, c'est un avantage au niveau monétaire dans ce cas-là. Un autre avantage qui peut être, dans ce cas-là, à la fois monétaire et à la fois de temps, parce qu'on peut se stationner plus vite. Il y a certains endroits où les stationnements sont gratuits. Oui, c'est sûr que là, en début de 2024, c'est les deux villes là, qui sont listées pour l'instant. Là, c'est Victoriaville et Saint-Jérôme. Victoriaville, tous les stationnements sont gratuits pour les détenteurs de la plaque verte. Puis au niveau de Saint-Jérôme, c'est dans la rue, tous les parcomètres sont gratuits. Et la plupart des stationnements municipaux aussi, à moins d'indication de vignette. Donc, je vais donner l'exemple, là, mon fils qui va au cégep à Saint-Jérôme, ma conjointe qui travaille à Saint-Jérôme, peuvent se stationner dans la rue, tout près du commerce ou du cégep, en ayant la plaque verte. Et si vous voyez, même devant le cégep de Saint-Jérôme, c'est juste des autos électriques de stationner. Donc, c'est assez cocasse. Oui, c'est un avantage qui est tout à fait intéressant. Un autre avantage, Sébastien, puis là, évidemment, on parlait de rabais là, par rapport au coût des traversiers, mais il y a des rabais encore plus importants, surtout pour les gens qui vont les prendre souvent, c'est les ponts payants. Oui, effectivement. Autoroute 25 et la 30. En plus, c'est un programme qui a été confirmé jusqu'en avril 2027, là, tout récemment. Ça a été prolongé. Oui, donc c'est très intéressant. Il suffit de commander le transpondeur pour véhicules électriques. C'est important. Hein? Seule votre plaque verte ne vous donnera pas droit au passage gratuit. Il faut commander un petit transpondeur. Et il faut bien faire attention, Sébastien, les gens
qui avaient déjà... premièrement, quand tu achètes une nouvelle voiture, là, ben, normalement, il faut que tu mettes un nouveau transpondeur, tu ne le décolles pas. Mais il y a des gens qui ont acheté leur voiture électrique puis sont allés chercher un transpondeur normal, ne sachant pas qu'il y avait une démarche particulière pour les voitures électriques. Et là, qui se disent, ben, oui, c'est gratuit, ben, je vais les aviser. Non, ça prend un transpondeur fait pour ça. Donc, si vous avez à poser le mauvais transpondeur, il faut l'enlever et coller un transpondeur prévu pour les voitures électriques. Exact. Et là, ben, les rabais, c'est plus un rabais, c'est une gratuité. Quelqu'un qui prend le pont, je ne sais pas moi, matin et soir, le pont de la 25, là, quelqu'un qui demeure, je ne sais pas moi, à Montréal, puis qui travaille sur la Rive-Nord, ou ça dit sur la Rive-Nord, ou vice-versa, là, qui part d'un côté, puis qui doit traverser le pont matin et soir. C'est quand même plusieurs dollars. Là, et surtout, en plus qu'à l'heure de pointe, c'est encore plus cher. C'est pour aller travailler. Les économies peuvent être importantes. Oui, donc quelqu'un qui ferait des calculs, là, on avait déjà parlé dans les coûts qu'on pouvait sauver avec, mettons, l'essence quand on faisait le saut dans l'auto électrique. Il y en a pour certains que ce passage-là au pont payant peut jouer dans la balance. Ah oui, ça peut être un 150-200 $ par mois d'économie. Quelqu'un qui passe occasionnellement, c'est cool de ne pas payer, mais quelqu'un qui doit faire ça tous les jours, effectivement, c'est quelque chose d'important à tenir en considération. Écoute, Sébastien, toutes ces mesures-là, c'est des incitatifs. Hein? Donc, l'objectif, c'est pourquoi le gouvernement fait ça? C'est pour donner un petit coup de main, pour pousser un peu la boule de neige pour qu'elle roule plus vite, puis qu'elle grossisse, puis qu'il y ait de plus en plus de gens qui ont des voitures électriques. Il faut être conscient que ces avantages-là, c'est des avantages qui ont une date de péremption. Là. Ça ne sera pas comme ça éternellement. Non, effectivement. Pour l'instant, on peut dire que ça ne sort pas de notre poche, ça sort des poches du gouvernement, comme tu viens de dire, pour aider à l'effet boule de neige. Par contre, maintenant, vous savez un peu plus qu'est-ce qu'on veut dire par la plaque verte. Vous allez entendre l'Association des véhicules électriques, toi, Martin, dans le podcast, parler de la plaque verte, puis des fois, on ne sait pas c'est quoi. Maintenant, vous le savez un peu plus. Oui, puis ça permet aussi, et quand on parlait tantôt, par exemple, des accès pour le pont Victoria, il y a une voie d'accès pour les véhicules électriques. Évidemment, il y a une certaine surveillance sporadique, ce n'est pas continuel, qui est faite par la police. La même chose pour les voies réservées. C'est une voie réservée pour le covoiturage, mais qui permet un conducteur solo en voiture électrique sur cette voie-là. On sait qu'il y a plusieurs modèles de véhicules qui existent en modèle motorisation traditionnelle puis électrique, le Kona, par exemple, ou la Soul. Comment un policier fait pour rapidement dire, y a-tu le droit d'être là, il n'est pas là quand il voit une Soul? S'il y a une plaque verte, c'est parce que c'est une voiture électrique. S'il y a une plaque bleue, c'est pas une voiture électrique. Fait qu'un petit malin qui se dirait, ben moi, j'ai une Soul, il y a beaucoup de Soul électriques, je vais prendre la voie réservée puis je vais être correct. Non, sa plaque bleue va le trahir. Oui, effectivement. On voit le bleu, je te dirais, on le voit quand même assez bien. Le vert est un petit peu plus abstrait à découvrir. Ouais. Mais je suis sûr que les policiers ont découvert des techniques là, pour reconnaître certains véhicules, si ça vaut la peine de leur courir après. En terminant, Sébastien, juste pour être bien certain, quand on achète notre voiture électrique et qu'on l'immatricule, que ce soit le concessionnaire qui... des fois, les concessionnaires ont des plaques, là, puis ils servent d'intermédiaire avec la SAC pour accélérer le processus. D'autres fois, on va nous-mêmes à la SAC. Est-ce que lorsqu'on a une voiture électrique, on doit faire une démarche particulière pour avoir une plaque verte ou on l'a de facto? Bien, avec le numéro de série du véhicule, le type de véhicule, ça devrait être de facto. Oui. Mais faites une vérification quand même. L'erreur est humaine. Hein? Oui, l'erreur est humaine. Vous avez intérêt à avoir votre plaque verte si vous avez une voiture 100% électrique. Ouais. Sébastien Côté, quelqu'un qui veut te poser une question ou qui voudrait que tu expliques là, dans une de tes chroniques un sujet en particulier, comment on peut te rejoindre? À sébastien.côté@silenceonroule.com. À la prochaine, Sébastien. Merci beaucoup. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro-Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout.
Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydrosolutions, leur mission, vous simplifier la vie. À Silence on roule, on parle de véhicules électriques, on parle de transport, on parle de recharge souvent. Et il y a des domaines qui sont un peu moins connus du grand public et c'est justement l'un de ces domaines-là que je veux démystifier aujourd'hui. Et pour le faire, j'ai avec moi Diego Ramirez Cardona, qui est professeur au département de génie de la construction, spécialisé en chaussées et matériaux bitumineux à l'École de technologie supérieure. Monsieur Ramirez Cardona, bienvenue à Silence on roule. Bonjour. Monsieur Cardona, Ramirez Cardona, premièrement, parlez-nous un peu du sujet de la recherche que vous avez faite dernièrement. J'ai trouvé ça vraiment fascinant. Puis j'aimerais que vous me parliez un peu de cette recherche-là que vous avez faite. Oui, en ce moment, j'ai un grand projet en cours qui est en lien avec les routes électriques. Donc, une route électrique, c'est grosso modo une chaussée dans laquelle on va mettre un système électrique qui va recharger les véhicules pendant qu'ils roulent. Donc, le but de cette route électrique, c'est de limiter le temps qu'on prend pour charger la voiture de façon statique et aussi de nous donner comme plus d'autonomie. Ouais, plus d'autonomie dans notre véhicule pour que, au fur et à mesure qu'on roule, on perd pas de l'énergie qui est stockée dans notre batterie et ainsi pouvoir aller plus loin sans devoir s'arrêter aussi souvent pour faire nos déplacements. Et j'ai plusieurs questions qui me viennent en tête lorsqu'on parle de ça. Évidemment, et l'une des premières, c'est est-ce que ces systèmes-là sont utilisés en remplacement des systèmes de recharge traditionnels statiques comme les bornes de recharge à la maison, les bornes rapides, ou c'est en complément de? Non, c'est un complément dans l'équation de comment est-ce qu'on va réussir la transition vers l'électrification des transports. Il y a tout le monde qui a leur place. Donc, la route électrique, c'est comme un maillon dans la chaîne qu'il faut développer, justement pour donner plus d'autonomie et pour permettre aux véhicules d'aller plus loin sans devoir s'arrêter pour recharger en électricité. Donc, l'idée du système, comment ça fonctionnerait, c'est que à un moment donné, les véhicules vont être stationnés parce que c'est comme la nature du véhicule. On n'est pas dans un véhicule tout le temps. Pendant que ces véhicules sont stationnés, il y a une recharge statique qui se fait, qui peut être de façon conventionnelle. On se plug au système où il y a d'autres systèmes qui peuvent être envisagés. Mais pendant qu'on va rouler, notamment quand on prend l'autoroute, au lieu de dépenser l'électricité qui a été emmagasinée dans la batterie, on va utiliser plutôt l'électricité qui est fournie directement par la route. De cette façon-là, quand on sort de l'autoroute qui a le système de route électrique et qu'on rentre dans une route qui est plus petite, qui n'a pas d'alimentation électrique, bah là, on consommera l'électricité de la batterie. Et comme ça, on peut aller beaucoup plus loin sans devoir s'arrêter. C'est ça l'idée. OK. Donc, je vous arrête. Ce que ça veut donc dire, c'est que moi, je vous écoutais au début, puis ce que je présumais, c'est que on recharge le véhicule pendant qu'on roule pour continuer de rouler avec l'électricité de notre véhicule. Mais là, vous dites non, quand on est sur la route, c'est plus l'électricité de la batterie qui alimente le véhicule, c'est l'électricité qui nous provient de la chaussée. C'est bien ça? Oui, il y a les deux façons de les voir et ça dépend notamment de la taille du véhicule. Un petit véhicule style, je sais pas, la Kia Rio des Communautos, elle pourrait se charger en même temps qu'elle roule parce que l'électricité dont elle a besoin pour rouler est moindre que la quantité d'électricité que la chaussée peut lui fournir en roulant. Donc, il y aura un déficit qui va charger la batterie. Si la batterie est pleine, ben, il n'y a rien qui se passe, mais si la batterie n'est pas pleine, ben, elle va se charger au fur et à mesure qu'elle roule sans dépenser d'électricité. Mais ça, c'est pour les petits véhicules. Quand on commence à parler des plus gros trucks ou des camions, même pour les transports des marchandises, la route, ou mettons que la technologie telle qu'elle est développée aujourd'hui, elle n'est pas encore capable de fournir autant d'électricité pour que les véhicules puissent rouler
et en même temps, c'est chargé. Donc là, on parle pour les plus gros véhicules plutôt comme une utilisation de l'électricité fournie par la chaussée pour rouler, pour ne pas dépenser l'électricité qui est dans la batterie. Donc, ça dépend du véhicule. D'accord. Et je me trompe ou si je présume encore une fois que ces systèmes-là sont pas exclusivement, mais surtout réfléchis dans une optique de véhicules un peu plus gros, que ce soit des autobus, du transport de marchandises ou des trucs comme ça. C'est plus dans ce contexte-là qu'on a l'intention d'utiliser ça? Oui, mais de plus en plus, mettons que la technologie ou l'idée, le concept a été développé en pensant aux véhicules de transport des marchandises, aux gros camions, parce que le problème qu'on a pour électrifier ces gros camions, c'est que pour qu'ils puissent aller loin et faire tous les parcours qu'ils doivent faire tous les jours, ça leur prend une énorme batterie. Une batterie qui est trop grande, trop coûteuse et en plus trop lourde. Donc, si on met du poids dans la batterie, c'est du poids en moins qu'on va pouvoir transporter en marchandises. Et au final, l'équation économique de combien de marchandises je peux transporter avec un seul camion n'est plus avantageuse parce que la batterie est juste comme trop lourde. On va dépenser beaucoup d'énergie pour déplacer la batterie, pour pouvoir faire bouger le camion quand on devrait être en train de déplacer des jouets maintenant qu'on approche Noël, non? Ou de la marchandise. Donc, pour réduire la taille de la batterie de ces gros camions, on a pensé à la route électrique. Maintenant, l'idée, c'est que équiper les routes avec ce système de recharge-là coûte quand même assez cher. C'est un investissement. Et les faire juste pour 15% du transport qui est les camions routiers, ça ne fait pas trop de sens. Donc, si on peut choisir une technologie de recharge en dynamique, donc des routes électriques, qui peut à la fois alimenter les camions et les véhicules légers qui font comme la plupart des véhicules qui roulent sur nos routes, ça devient économique et socialement beaucoup plus avantageux parce qu'on va comme permettre à tout le monde d'utiliser ces routes électriques et non pas seulement aux gros camions. Dans une optique de électrification du transport, le plus gros défi, c'est électrifier les gros camions. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de technologie à court terme envisageable pour vraiment réussir cette transition-là. Et la plupart des émissions de gaz à effet de serre produites par les transports routiers sont produites par les transports des marchandises, même si ce n'est pas les camions qui sont comme les plus nombreux sur nos routes. Ouais, et ça vient du fait que les camions sont tout le temps en train de rouler, sinon ça vaut pas la peine de les acheter. Si on achète un camion, c'est pour qu'ils produisent, non? Donc, comme ils roulent beaucoup, ils émettent beaucoup de gaz à effet de serre et du coup, c'est là où on doit comme trouver des solutions pour l'électrification, d'où la route électrique. Mais comme j'ai dit, si on peut avoir une seule technologie qui sert à tout le monde, là, ça devient comme vraiment très intéressant. Tout à fait. Écoutez, j'écoute ça, puis la première chose qui me vient en tête, c'est on entend souvent des trucs comme ça, où on lit des trucs autour de ça, mais on n'en voit jamais. Est-ce que c'est uniquement théorique ou ça existe déjà quelque part, des routes comme ça? Oui, ça existe. Après, c'est toujours des démonstrateurs, non? Aujourd'hui, l'état de développement de la technologie de la route électrique est assez avancé, mais dans un état où il y a des démonstrateurs à échelle réelle. Donc, il y a des vraies routes qui sont équipées avec des systèmes de routes électriques, mais qui servent comme des laboratoires à ciel ouvert, non? Et à quel endroit ça existe? Alors, le plus grand qui existe aujourd'hui, c'est une boucle de 1 km de long avec un système par induction. Donc, c'est une recharge de 5 contacts qui a été construite au nord de l'Italie. Mais en plus de celui-là, il y a des démonstrateurs en Allemagne, il y a des démonstrateurs en Suède, en Israël, et il y en a un très grand qui va être construit. Ça va faire 8 km au total en France à partir de l'année prochaine. Et on espère un au Québec aussi à partir de l'année prochaine, si tout se passe bien. Oh, très intéressant. Très intéressant. Oui. Et vous avez parlé d'induction. Donc, est-ce que toutes ces routes électriques-là fonctionnent par induction? Non, il y a 3 technologies qui sont à l'étude. Aujourd'hui, on est comme dans une course de savoir quelle est la technologie qui va gagner, non? Parce qu'au final, on ne peut pas avoir plusieurs technologies dans nos routes. Il faut comment choisir une.
Deux technologies ont une recharge par conduction. Donc, il y a un contact entre le véhicule et un câble ou un rail ou quelque chose qui va transférer l'énergie par les contacts entre le véhicule et l'infrastructure. Ces deux technologies-là sont d'un côté les caténaires, c'est la même technologie avec laquelle on a construit les REM à Montréal. Donc, ce sont des câbles élevés et puis du véhicule, il y a un pantographe, une sorte de bras qui monte, qui se connecte au câble. Et l'autre technologie, on l'appelle les rails au sol. Donc, c'est une technologie qui a été développée au début pour des tramways en milieu urbain et qui peut être adaptée aux véhicules routiers, où au lieu d'avoir un bras au-dessus de la voiture qui va monter, on a un bras en dessous de la voiture qui va descendre et qui va se connecter à un rail qui est inséré dans la chaussée par lequel on transfère l'énergie. Et la troisième technologie, qui c'est celle que j'étudie en ce moment, c'est l'induction. Donc, il n'y a pas de contact, il y a juste un champ magnétique qui est généré par des bobines d'induction qui sont dans la chaussée et qui vont exciter une bobine qui sera collée à la voiture et c'est comme ça qu'on transfère l'énergie par induction, donc sans contact. Comme quand on charge un téléphone maintenant sans câble. Tout à fait. La question qui me vient en tête, et on me l'a souvent posée, est-ce dans son rôle lorsqu'on parle d'induction. La perception, c'est que d'une part, c'est pas très efficace, c'est que c'est très limité en termes de puissance. Au moment où on se parle, une recharge par induction, on peut penser être capable de charger une batterie de véhicule électrique à quelle puissance et quel est le pourcentage d'efficacité ou de perte là, qu'on a en utilisant un système comme celui-là? Oui. Alors, en termes de puissance, je connais pas les chiffres, je les ai pas en tête parce que moi, je suis plus la partie infrastructure et moins la partie électronique. Mais je sais que les tests qui ont été faits ont démontré pouvoir charger un bus. Donc, un bus qui roule à 70 km/h est capable de se faire recharger par la technologie d'induction qui existe aujourd'hui dans les démonstrateurs dont je parlais tantôt. Ouais. En termes d'efficacité de la recharge avec l'induction en fonction de la température, parce que ça, c'est quelque chose qui reste encore à tester, on parle d'une efficacité supérieure à 90%. Et ça dépend aussi de la température, j'ai dit, mais aussi de la configuration géométrique du véhicule. Si le véhicule est comme trop haut et trop loin de la surface de la chaussée, on va perdre plus d'électricité qui passe. Mais pour les véhicules plus bas, on a une efficacité qui est largement supérieure à 90%. Et c'est là aussi qui revient la question des véhicules légers, des véhicules lourds. Avec l'induction, on est capable sans problème de recharger les véhicules légers. Maintenant, les véhicules lourds, ça reste un problème parce que des un, ils ont besoin de plus d'électricité qu'un véhicule léger et des deux, ils sont plus hauts. Ouais. Donc, c'est sûr que en termes de développement technologique, et les puissances transférées par la chaussée vers le véhicule, il y a encore du travail à faire pour qu'on puisse se dire, on va recharger les camions. Les bus, on arrive. Mais un bus, ça reste quand même pas mal plus petit qu'un camion, surtout ici en Amérique du Nord où les camions sont vraiment très gros. Et je dis ça parce que la plupart de ces technologies-là viennent d'Europe. Oui, je comprends bien. Écoutez, les véhicules qu'on devra utiliser, par exemple, sur une route comme celle-là par induction, ça nécessite donc forcément des véhicules qui ont été soit modifiés ou conçus pour fonctionner avec des routes par induction. Au moment où on se parle, les véhicules ne sont pas adaptés à ça. Donc, quel est le plan de match pour, si jamais on avait une route électrifiée comme ça ici au Québec, d'avoir des véhicules? Il faut falloir demander aux manufacturiers de véhicules de fabriquer des camions compatibles ou on va faire un rétrofit là, d'un équipement, de la bobine, puis tout ça dans le véhicule pour être capable de capter l'énergie? C'est quoi le plan par rapport à ça? Alors, les deux sont possibles. Si on a déjà des véhicules électriques, c'est assez simple de faire un rétrofit pour installer une bobine à induction dans le véhicule électrique et connecter, faire tout le câblage à l'intérieur du véhicule pour que ça puisse comme marcher puis que les transferts d'énergie puissent se faire. Si on a des véhicules qui ne sont pas électriques, bien évidemment non, il faut faire un nouveau véhicule. Mais là, tu touches quelque chose d'assez important quand on pense surtout aux routes électriques. Il faut que toute la filière
se mettre dans le bateau de développer la route électrique. C'est pas quelque chose qui va juste venir des constructeurs de routes. C'est pas quelque chose qui va juste venir des constructeurs des véhicules. C'est quelque chose qui doit être développé avec tout le monde. Et ça, c'est les plus grands défis qu'on a aujourd'hui. C'est que d'un côté, on a les fabricants de la technologie en soi, donc de la bobine d'induction ou de la caténaire ou du rail au sol, qui travaillent de leur côté, qui commencent à travailler un petit peu avec les gens du génie civil pour voir comment est-ce que ça peut s'insérer dans la chaussée. Donc là, on est là aujourd'hui. Mais dans un futur très proche, il faut qu'on passe à intégrer aussi les constructeurs de véhicules pour qu'ils puissent travailler avec les gens qui fournissent la technologie de conduction, d'induction, pour que les futurs véhicules puissent déjà de facto sortir de l'usine avec ce qu'il faut pour pouvoir se brancher à la route électrique. Et au-delà de ça, il faut qu'il y ait des politiques claires pour promouvoir ce genre de technologies, etc. Donc, c'est vraiment tout l'écosystème qui doit se mettre là-dedans. Et c'est notre comme but, non, ici à l'ETS, de faire parler de la technologie, de démontrer ses bienfaits et de monter à une réflexion holistique avec tout le monde autour du sujet. Rapidement, le temps file malheureusement, là, donc j'ai le temps pour deux courtes questions. La première, est-ce que ces systèmes-là sont viables dans des pays comme le nôtre avec la neige, la glace, ou est-ce que les enjeux sont différents dus à notre climat? J'adore la question parce que c'est justement le sujet du travail de recherche que je mène en ces moments. Les démonstrateurs dont on a connaissance aujourd'hui ont toujours été faits dans des endroits où il fait pas si froid qu'ici. Donc ici, au Québec, on est en train de tester les comportements mécaniques des chaussées électriques en milieu nordique, donc avec un climat très froid. Et on espère pouvoir tester bientôt aussi l'efficacité de la recharge aussi en climat nordique, surtout à l'hiver. Donc, c'est sûr, il y a des enjeux particuliers au Québec et au Canada en général qu'il faut vérifier. Mais je suis assez optimiste que il y a des solutions assez simples à mettre en place pour que ça puisse être comme viable. Comme dernière question, je ne peux pas ne pas vous poser la question. Vous avez parlé tantôt des endroits où c'est en expérimentation et vous avez dit bientôt ici au Québec. Est-ce qu'on a une idée de quel endroit ça va être utilisé ou ça va être testé, cette route-là au Québec? Ça va probablement être dans une route fermée, donc quelque chose encore une fois comme un démonstrateur, comme un laboratoire à ciel ouvert. Mais c'est toujours en discussion. Et ce qui a déjà été fait au Québec, c'est qu'on a utilisé les laboratoires de l'Université Laval pour construire une chaussée à induction et puis on a testé son comportement mécanique. Donc il y a déjà des choses qui ont été faites au Québec et maintenant le Québec est dans cette course globale pour développer cette technologie-là grâce aux travaux qui ont été menés à l'ETS à l'Université Laval. Monsieur Diego Ramirez Cardona, qui est professeur au département de génie de la construction à l'École de technologie supérieure, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco,
servir au-delà de la réparation. La chronique Les Réflexions branchées est une présentation du groupe Énergie Canada, votre spécialiste en véhicules de loisirs électriques. Pour plus d'informations, visitez le energygroupcanada.com ou appelez-nous au 1-877-755-5551. Les Réflexions branchées de Claude Gauthier. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous parler du principe, donc l'intégration. L'intégration, c'est qu'en ce moment, vous savez, on débute la transition énergétique, je vous dirais, dans les transports. Bien sûr, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne peut pas le savoir non plus trop d'avance, mais on peut quand même se préparer. Et les différents acteurs qui sont dans cette transition-là, quelquefois, je me pose un peu de questions, voir comment ça peut être aménagé, puis que ça soit plus facile, je dirais, pour les utilisateurs. Je vous donne des exemples. Mon idée m'est venue la semaine dernière. Je pense que c'est plus que la semaine dernière. En tout cas, j'ai lu quelqu'un qui avait publié, puis ça avait l'air, en tout cas, j'ai pas de raison de croire que cette personne-là racontait un mensonge, mais racontait qu'il était chez son concessionnaire, puis il y avait quelqu'un qui venait d'échanger son auto. Et c'était pas un échange donc d'un véhicule à essence vers un véhicule électrique, c'était plutôt le contraire. Il remettait son véhicule électrique parce que il disait qu'il voyageait, puis qu'avec le véhicule électrique, c'était vraiment pas, ça répondait pas à ses besoins. Il racontait que lorsqu'il arrivait aux bornes de recharge, c'était très long, tout ça. Puis je vous mentirais pas, le véhicule en question, c'est le même que moi j'ai présentement, qui est une Hyundai Ioniq 6. Et je dois dire que je suis épaté autant par l'autonomie du véhicule que par la vitesse de recharge. Là, j'avais une Tesla Model S avant, malheureusement, avec l'adapteur CHAdeMO qui était barré à 50 kW. Même sur les superchargeurs Tesla, malheureusement, à cause d'une mise à jour là, sur les modèles S85, j'étais pas capable d'avoir des vitesses de recharge, je vous dirais même en plein été, plus hautes que 72 kW. Et là, j'ai, avec la Ioniq 6, essayé les bornes de 180 et j'ai eu 178 kW et ça, jusqu'à, je vous dirais un peu plus même que 50% de la batterie là, qui était rechargée. Donc, c'est vraiment phénoménal. Donc, la personne ne comprenait pas non plus pourquoi c'était pas correct. Et là, il s'est mis à poser des questions. Et la première question qu'il lui a demandé, c'est s'il activait le préconditionnement de la batterie. Vous savez, c'est une fonction qui est dans les nouveaux véhicules. Je vous dirais, la plupart des nouveaux véhicules maintenant ont ça, où on entre une destination, le GPS nous offre la recharge. Donc, automatiquement, le véhicule, en sachant qu'il va avoir à se recharger sur une BRCC, va activer le préconditionnement de la batterie pour que la température soit le plus près possible du 25 degrés Celsius, là, qui est le point pour qu'une batterie soit assez chaude pour que ça soit correct. Donc, cette personne-là ne le savait vraiment pas parce que son concessionnaire ne lui avait pas dit. Donc, vous voyez, si ça avait été quelque chose qu'il avait su, probablement qu'il aurait été épaté plutôt des vitesses de recharge, comme je vous expliquais tout à l'heure, alors que c'était vraiment pas le cas. Et pourquoi? Bien, parce qu'il n'a jamais eu cette information-là. Vous allez me dire, il y avait juste à vérifier son manuel. Oui, je comprends qu'il y a des choses qu'on peut aller voir dans le manuel, mais en même temps, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, donc, dans l'intégration, donc les concessionnaires, je crois qu'ils ont quand même il y a des choses de base qu'ils doivent donner comme information à leurs clients. On voit aussi souvent là, les gens qui viennent d'acheter un véhicule électrique et ils nous demandent pourquoi. Puis moi, j'ai des clients aussi là, qui m'appellent, ils me disent « Hey, ta borne de recharge, elle fonctionne pas. Mon véhicule, il est pas rechargé à 100%, j'ai beau essayer, ça veut pas. » Et là, je dis « OK, vous me dites que la batterie dit qu'elle est pas rechargée à 100%. » Oui, la batterie me dit qu'elle est chargée à 100%, mais mon autonomie est seulement, admettons, 300 km, alors que le concessionnaire me dit que je devrais avoir environ 450 km. Et là, je dois leur expliquer qu'avec la température actuelle, on est encore en hiver, même s'il fait beau là, récemment, et c'est normal qu'ils n'aient pas cette pleine autonomie-là. Et là, il me raconte, oui, mais il me dit aussi que vu que mon auto était dans un garage au chaud, ça allait me ramener mon autonomie comme si j'étais en plein été. Et là, je pars à rire, je dis, voyons donc, à moins que vous puissiez traîner le garage avec vous là, pour que l'environnement autour du véhicule soit
Donc, une température adéquate, qu'en plus, il n'y ait pas de neige, il n'y ait rien, de la gadoue qui nuise au roulement du véhicule. C'est impossible pour vous d'avoir une autonomie en plein hiver comme on va avoir en plein été. Donc, un petit peu bizarre d'entendre ces choses-là. Donc, comme je dis, c'est important que les acteurs qui sont dans ce milieu-là donnent les informations. Une autre affaire, je suis propriétaire d'une entreprise, donc on vend des bornes de recharge. J'ai des installateurs qui sont intégrés dans mon réseau et on leur donne le plus d'informations possible pour que si le client ne communique pas avec nous en premier, communique avec eux, ben ils vont leur donner les produits, donc vont leur donner les bonnes informations pour pas que les gens achètent quelque chose et qu'après regrettent leur achat. Je vous donne un exemple. Un ami à moi, une connaissance, on va dire, qui avait acheté sa borne et il l'avait acheté d'un électricien. L'électricien lui a vendu un produit américain. Donc, ça fait 3 ans de cela. Et là, aujourd'hui, sa conjointe se procure un véhicule électrique. Donc, il m'appelle et me dit « Je voudrais avoir une borne et est-ce que c'est possible de la faire fonctionner avec la mienne? On n'aurait pas besoin de refaire l'installation. » Et là, bien sûr, je lui demande c'est quoi sa borne. Il me donne la borne et je dis « Non, oublie ça. » Donc, tu as 2 choix. Soit qu'on refait une installation au complet. Et là, il me raconte que son stationnement est pas près de la maison, donc il y a de l'excavation à faire. Ça lui avait coûté il y a 3 ans 1300 $. Donc, je sais qu'aujourd'hui, ça va lui en coûter au moins 1600, 1700 $. Donc, je lui dis bien, tu vois, il aurait fallu que tu m'appelles dans ce temps-là parce que j'aurais pu te vendre quelque chose qui aujourd'hui serait facile à installer, à intégrer. On mettrait tout simplement une deuxième borne de la même marque qui fait du partage de puissance. Donc, on prend une boîte de jonction, on met la deuxième borne. Donc, je comprends très bien le désarroi de cette personne-là qui se ramasse à être obligée de refaire quelque chose qu'il a fait il y a 3 ans. Je voulais aussi vous parler, vous avez certainement vu comme moi la compagnie de location, donc Hertz, qui a vendu ces Tesla parce qu'ils n'ont pas assez de demandes. Mais pourquoi ils n'ont pas assez de demandes? Probablement parce que les gens ne connaissent pas ça. Puis en plus, moi j'ai eu des fois à dépanner des gens qui louaient un véhicule. T'es rendu ici au Lac-Saint-Jean et on leur avait pas donné absolument rien d'adaptateur. On leur avait rien expliqué. Donc, ils se ramassaient à l'autre bout du monde et là, pouvaient pas recharger sur les bornes du circuit électrique parce qu'une Tesla, bien sûr, n'a pas le bon adapteur pour ça. Donc, l'intégration dans le changement, je crois que c'est très important pour tous les acteurs et il va falloir un peu voir... un peu comme les diverses applications qu'on prend pour les bornes de recharge, il va falloir qu'un jour, ça soit intégré et que les gens n'aient pas à se poser plein de questions. Donc, sur ce, je vous invite à communiquer avec moi si vous avez des suggestions, des commentaires et à la prochaine. Les parcs de véhicules devront s'électrifier. Et qui pense électrification d'un parc de véhicules pense à Fizz Électrique Énergie Intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique. On ne parle pas juste d'installateurs d'équipements ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le véhicule expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée. Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, Fizz possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers, ainsi que plusieurs sites de concessionnaires. Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoins à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est Fizz et son équipe qui s'occupent de vos travaux. Contactez le FIZE.ca ou par courriel info@fizz.ca. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Toutes les informations sont sur le site web de l'AVEC dans la section événements calendrier. Le 11 mars 2024, kiosque virtuel à 19h. Il faut s'inscrire en ligne, c'est gratuit. De l'information sur la conduite des véhicules électriques et l'importance de leurs pneus.
En hiver, le relais électrique débarque au Salon du véhicule et loisirs électriques de l'Outaouais. C'est du 5 au 7 avril 2024 au complexe Branchot-Brière à Gatineau. Le relais électrique débarque au Salon du véhicule électrique et hybride rechargeable de Montréal. C'est du 19 au 21 avril au Stade olympique de Montréal sur la rue Pierre-de-Coubertin. L'AVEC débarque au Salon de la transition énergétique du lac Mégantic le 4 mai prochain de 10h à 15h au Centre sportif Mégantic. L'AVEC se recharge à l'école Henri Bourassa et Soleil de l'Aube le 9 mai 2024 de 16h à 19h. C'est sur le boulevard Iberville à Repentigny. Et finalement, l'AVEC se recharge au Prévost. Rendez-vous environnemental le 18 mai 2024 de 19h à 13h. C'est à l'école Valmont sur la rue de l'école à Prévost. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Diego Ramirez Cardona, Sébastien Côté ainsi que Claude Gauthier. Remerciements à nos recherchistes, Stéphane Levert, Martin Archambault. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication Marie-Hélène Hamelin, thème musical François Villot, Luc Poirier, Marie-France Falardeau, réalisation et production Les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi que tous les autres annonceurs qui rendent l'émission possible, soit Hydro-Solutions, Précision PPF Vitres teintées, Fils électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Taiga Motors, de Groupe Énergie Canada, Équiterre, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos balados ainsi qu'à une boîte vocale directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.